La naissance, c'est sans doute l'expérience la plus fondamentale de l'humanité. Et pourtant, la façon dont on la vit aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Elle a été complètement bouleversée par la science, la culture, la technologie. Alors on va faire un voyage dans le temps, comprendre comment on est passé de rituels quasi mystiques à la précision chirurgicale de la science moderne. Et notre histoire, elle commence avec ça. Un document très récent, très moderne. C'est une thèse de doctorat de 2022 de l'université Mohammed V à Rabat. Ça symbolise parfaitement la médecine d'aujourd'hui, vous savez, académique, ultra rigoureuse et très spécialisée. Et le sujet de cette thèse? L'hygiène des mains du personnel hospitalier. Oui, le lavage des mains. Ça peut paraître banal, presque anodin, hein. Et pourtant, ce simple geste est en fait le résultat, l'aboutissement de milliers d'années de découvertes, de batailles, de véritables révolutions. Alors la question qu'on va se poser est simple, comment en est-on arrivé là? Comment l'acte de donner la vie, qui était un événement entouré de mystères, est devenu une procédure si scientifique qu'on en arrive à faire une thèse sur le lavage des mains? C'est toute cette histoire qu'on va dérouler ensemble. Allez, on remonte le temps, loin en arrière. Avant toute la science moderne, il faut bien comprendre que l'accouchement, ce n'était pas du tout un acte médical. Non, c'était un moment social, spirituel et surtout, c'était une affaire de femmes. À l'époque, c'était vraiment une communauté de femmes qui gérait ça. On a retrouvé des peintures rupestres qui datent du Paléolithique où on voit déjà une forme d'assistance. Plus tard, on trouve des statuettes, comme la fameuse déesse de Tzathalhuayuk, qui montrent bien la dimension mystique de l'événement. En Égypte, par exemple, la femme accouchait accroupie sur des briques spéciales, des briques rituelles, toujours entourées de sages-femmes professionnelles. Les hommes, ils étaient exclus, tenus à l'écart. C'était un savoir qui se passait de femme à femme, de génération en génération. Et d'ailleurs, l'héritage de cette époque est tellement fort qu'on le retrouve dans nos mots d'aujourd'hui. Le mot obstétrix, ça vient tout droit du latin obstetrix. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sage-femme. C'est fou, non? Le rôle central des femmes est littéralement gravé dans le vocabulaire médical moderne. Bon, maintenant on avance dans le temps et on arrive à une période beaucoup plus sombre. Après la chute de l'Empire romain, une énorme partie du savoir médical de l'Antiquité a tout simplement été perdue. L'obstétrique a vraiment régressé avant de connaître une renaissance assez spectaculaire. Cette citation, elle fait froid dans le dos. Elle résume tellement bien la mentalité du Moyen-Âge. À cette époque, les connaissances en anatomie, elles étaient quasi nulles. Du coup, l'accouchement était dominé par les superstitions et par des techniques parfois hyper brutales, comme la succion. En gros, on secouait la femme pour faire tomber le bébé. C'est terrible. Et la douleur dans tout ça, eh bien, c'était vu comme la punition divine pour le péché originel. Alors, qu'est-ce qui a bien pu tout changer? Eh bien, deux choses, deux révolutions. D'abord, à la Renaissance, on a des pionniers comme Vésale qui osent recommencer à étudier le corps humain. Et puis, la deuxième révolution, c'est l'imprimerie. D'un coup, ce nouveau savoir peut être imprimé, diffusé partout en Europe. C'est ce qui va sortir l'obstétrique de cette longue période d'obscurité. Et c'est là vraiment que tout bascule. Avec ce nouveau savoir médical, un nouveau personnage fait son entrée dans la chambre d'accouchement. Un lieu qui jusque-là lui était totalement interdit. Le médecin. L'homme médecin. Alors attention, ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait par étapes. Au début, on appelait les chirurgiens les accoucheurs, juste quand il y avait des complications. Mais ensuite, avec l'invention d'instruments comme les forceps, ils ont eu un avantage technique, un pouvoir que les sages-femmes n'avaient pas. Et puis, la position pour accoucher a changé. On est passé à la position allongée sur le dos. Pas pour le confort de la mère, non, pour la facilité de travail de l'accoucheur. Et petit à petit, le savoir des femmes a été mis de côté et les sages-femmes se sont retrouvées sous la supervision des médecins. On saute maintenant au 19e et 20e siècle. Là, c'est un autre grand changement. L'accouchement quitte la maison pour aller à l'hôpital. Et c'est une période de découvertes scientifiques absolument incroyables qui vont, encore une fois, tout changer. Mais il faut bien se rendre compte qu'au début, l'hôpital, c'est un endroit hyper dangereux. Dans certaines maternités du 19e, à cause de ce qu'on appelait la fièvre puerpérale, le taux de mortalité des mères pouvait dépasser les 10%. C'est juste énorme, un chiffre terrifiant. On entrait pour donner la vie et on risquait très souvent d'y laisser la sienne. Et c'est là qu'une véritable course contre la montre scientifique s'engage. On a d'abord un certain Semmelweis qui a l'intuition géniale que ce sont les médecins eux-mêmes, avec leurs mains sales, qui transmettent la maladie. Le problème, personne ne l'écoute. Il faudra attendre Pasteur et sa théorie des germes pour que tout le monde comprenne. Et ça mènera à l'antisepsie de Lister. Et en même temps, on commence enfin à s'occuper de la douleur avec l'anesthésie qui devient populaire, notamment grâce à la reine Victoria qui l'utilise. Et le résultat de tout ça, c'est juste spectaculaire. Une fois que ces règles d'hygiène sont enfin mises en place, le taux de mortalité s'effondre. Il passe en dessous de 1%. C'est un triomphe total de la science.
Le XXe siècle, lui, va achever cette grande transformation. D'abord, les antibiotiques arrivent et finissent le travail. La fièvre puerpérale est quasiment éradiquée. Puis, on invente le cytosine de synthèse, ce qui permet de déclencher et de maîtriser le travail. Le monitoring fœtal apparaît, et là, le centre d'attention se déplace vers la sécurité du bébé. Et bien sûr, la péridurale, qui rend la promesse d'un accouchement sans douleur possible pour beaucoup. Résultat, à la fin du siècle, la naissance est devenue un acte presque 100% hospitalier, 100% médicalisé. Et voilà qu'on revient à aujourd'hui, au XXIe siècle. Après tous ces siècles où la technique a pris le dessus, on se retrouve face à un nouveau questionnement, une sorte de grand dilemme sur ce que doit être un accouchement. En fait, aujourd'hui, on a deux grandes voies qui s'opposent un peu. D'un côté, on a tout un mouvement pour l'humanisation de la naissance, c'est-à-dire le désir d'une expérience plus personnelle, le fait de pouvoir choisir sa position, la présence du père, une approche avec moins d'intervention médicale. Et de l'autre côté, la technique continue de progresser, surveillance permanente, intervention quasi systématique, le nombre de césariennes qui augmente, et la science-fiction n'est pas loin, on commence même à parler d'utérus artificiel. Ce qui fait qu'au final, l'accouchement, ce n'est plus juste un événement biologique qu'on subit. C'est devenu un véritable projet, un projet de vie. Les futurs parents veulent le planifier, le maîtriser, le vivre d'une certaine façon, selon leurs valeurs. Et ils doivent naviguer en permanence entre cette envie d'une expérience naturelle et la sécurité qu'offre la technologie. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Quand on regarde tout ce chemin parcouru, du rituel entre femmes jusqu'à l'idée d'un utérus artificiel, on se rend compte que l'histoire de la naissance est très très loin d'être finie. La technologie continue de repousser les limites de ce qu'on considère comme naturel. Alors la vraie question, c'est à quoi ressemblera cette histoire dans un siècle ? Quelle sera la prochaine étape ?